Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de NutriCast que vous pouvez désormais écouter également sur Nutri Radio évidemment, et je vous invite à télécharger l'application Nutri Radio, que ce soit sur iOS ou sur Android. Alors NutriCast, vous savez, on parle de micronutrition, de phytothérapie avec les acteurs du marché, mais pas seulement. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale qui va être consacrée au Covid long. Voilà, tout simplement, c'est un sujet un peu délicat, mais on a la chance d'avoir le docteur Lisbeth Denef. Bonjour Lisbeth. Oui, bonjour Fabrice. Alors on est très content de vous avoir, on a la chance de, vous allez nous partager votre expérience, parce que c'est vrai que ce sont des sujets, on a pas mal de mails au niveau du Covid, au niveau de plein de choses, et c'était un peu délicat d'en parler. On a un peu plus de recul aujourd'hui, et puis c'est important aussi d'en parler, c'est pas non plus des sujets tabous. Alors évidemment, on n'est pas là pour dire vaccin, pas vaccin, ça n'a rien à voir, c'est juste un partage d'expérience sur des Covid longs qui sont de plus en plus nombreux, sur des gens qui se sentent un peu isolés, comment réagir, comment traiter, comment essayer de préparer un petit peu le terrain. On va voir tout ça avec vous, parce que tout ça, en fait, docteur Lisbeth, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va rappeler que vous êtes médecin généraliste. Ça fait 15 ans que vous exercez. Non, ça fait plus que 20 ans quand même. Plus de 20 ans, oui. parce que je veux vous rajeunir, vous voyez. Et donc, vous êtes à Bruxelles, vous avez monté depuis donc quelques années un centre de médecine intégrative. Alors nous, c'est vrai qu'on adore la vision un petit peu intégrative de la médecine, et puis cette vision un peu holistique que vous pratiquez. Donc, tout commence. Expliquez-nous votre histoire, chers auditeurs, écoutez bien. L'histoire du docteur, c'est bien d'avoir un docteur qui partage vraiment ça, et après vous allez nous dire également comment maintenant vous accompagnez un petit peu ces personnes qui viennent vous voir avec des symptômes de Covid long. Donc, vous, expliquez-nous votre histoire, comment ça a commencé. Donc, vous avez eu le Covid et qui s'est donc prolongé. Racontez-nous. Voilà, donc moi j'ai attrapé le Covid, mais vraiment très très tôt. Donc c'était début mars 2020, donc c'était même avant le confinement. Et c'était un Covid assez léger, donc voilà, comme une grosse grippe. Et à l'époque, je me suis dit bon, c'est rien de grave, je suis en bonne santé, ça va aller. Et donc je m'en suis assez rapidement sortie. Et pendant 2 mois, tout allait plus ou moins bien. J'avais de temps en temps un peu des troubles du rythme cardiaque, et j'avais un peu des troubles intestinaux, un peu des choses un peu vagues comme ça, un peu des troubles de sommeil. Donc je sentais que quelque chose n'était pas tout à fait comme avant, mais je passais aussi une période de ce moment-là émotionnellement un peu chargée. Donc voilà, je mettais ça plus sur ce compte-là. Et alors en un coup, en mois de mai, je me souviens, je montais l'escalier après une consultation qui me mettait en joie. Et j'avais mangé quelque chose et je montais l'escalier un peu vite. Et en un coup, j'ai commencé à avoir une espèce de vague, comme une espèce de boule qui montait de mon ventre vers ma tête. Je suis tombée de ma chaise. Je me suis dit, ça y est, je meurs. Je pensais que je faisais un AVC ou quelque chose. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai grimpé vers ma table d'examen, j'ai commencé à respirer dans un sac en plastique parce que je me disais j'hyperventile. Je comprenais pas du tout ce qui m'arrivait, donc l'ambulance est venue me chercher. Enfin, ça a été toute une histoire, amenée à l'hôpital et tout. Où on m'a donné juste des calmants, on n'a rien trouvé de très spécial. Et donc voilà, crise de panique, quoi. Sauf que j'étais pas du tout quelqu'un qui était prédisposé à ça. Pardon pour mon français, parfois je suis flamande, donc voilà. Parfois il y a des petites erreurs. C'est parfait. Et donc le jour après, je rentrais chez moi et je mange un truc et les symptômes recommencent. Je commence à avoir de nouveau la même chose, palpitations. Plus capable de respirer, oppression thoracique. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je me dis, mais c'est comme... Et en ce moment-là, je faisais des urticaires, donc vraiment des éruptions cutanées qui me grattaient. Et donc, je me disais, mais je fais une réaction allergique. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance d'avoir ma meilleure amie qui est immunologue et qui venait à ce moment-là qui revenait d'un symposium, donc une conférence, quoi, à Londres, où on parlait du syndrome d'activation mastocytaire. Maintenant, le SMA. Et en fait, beaucoup de gens qui sont avec des maladies de Lyme, avec des maladies chroniques, ils ont entendu parler de ça. Donc, SMA, syndrome d'activation mastocytaire. Et il faut savoir que moi, en médecine, je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est un diagnostic qui existe plus ou moins officiellement depuis 2007, on va dire, mais qui était resté très très vague parce qu'il y a en fait pas vraiment de vrais tests, enfin, dans des centres très spécialisés, mais il y en a très peu. Et donc, c'est plutôt des symptômes cliniques. Et donc, en fait, de là a démarré toute ma recherche, d'abord pour guérir cette activation mastocytaire, que je vais expliquer un peu après, parce que j'étais devenue allergique à tout.
Donc je ne pouvais plus rien manger. Tout ce que je mangeais me faisait réagir. J'ai du coup perdu 10, presque 15 kilos. J'ai passé 3-4 mois au lit à ne plus pouvoir travailler du tout. C'était un état extrêmement grave. Duquel je suis sortie, mais c'était donc c'était les allergies, donc les intolérances, allergies carrément alimentaires. C'était des insomnies parce qu'en fait, ce syndrome d'activation mastocytaire va donner une inflammation généralisée en fait dans tout le corps, qui va donc avoir ses répercussions autant au niveau du cerveau, au niveau de l'intestin, au niveau des articulations. Et donc, on va avoir vraiment ce qu'on appelle en anglais multi-system inflammation. Et donc, c'est vraiment une inflammation qui se répand partout dans le corps. Et donc, de là, évidemment, le Covid long, c'est pas que le SAMA, c'est pas que le syndrome d'activation mastocytaire, mais il y a une grosse partie de gens qui, aujourd'hui, sont dans ces cas de figure où ils font des libérations d'histamine, donc l'histamine qui est un médiateur qui va créer des réactions allergiques, comme penser à l'allergie au pollen par exemple. Tout ça est médié par l'histamine. Et donc ces grandes libérations d'histamine vont faire que on a de l'inflammation qui va se faire partout dans le corps et qui va donc donner cet état inflammatoire généralisé desquels j'ai souffert et desquels aujourd'hui souffrent maintenant. On pense que c'est entre 10 et 40% des gens qui ont fait un Covid qui vont développer ou qui ont développé déjà un Covid long, qui est un chiffre qui est énorme. Pardon, je bois juste un petit peu d'eau. Et donc, voilà. Pourquoi est-ce que c'était tabou ? C'est pas vraiment tabou. C'est-à-dire que pendant 2 ans, on s'est beaucoup focusé sur comment arrêter le virus, comment arrêter la propagation du virus. Et c'est que maintenant, après 2 ans, qu'on commence à se rendre compte de l'impact sur la société que ça a, d'avoir autant de gens, parce que ça touche beaucoup de gens entre 20 et, je dirais, 50 ans. Des gens jeunes, en bonne santé, des athlètes de haut niveau, des sportifs, qui sont d'un coup alités, qui ne savent plus bouger, qui ne savent plus rien faire, qui sont donc extrêmement malades dans des situations très précaires. Alors, Lisbeth, ça c'est le syndrome, donc les symptômes que vous avez eus, donc le SAMA, avec une inflammation généralisée due à une libération d'histamine trop importante et qui sont finalement des symptômes qui sont assez semblables à ce qui peut arriver dans la maladie de Lyme, par exemple. Tout à fait, c'est très similaire, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien, vous pensez ? Non, alors ce qui se passe avec le Covid, en fait, c'est qu'on parle maintenant du Covid, mais on parle aussi du Covid+. Donc, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, les 4 grandes théories, parce que il y a différentes équipes de recherche, surtout aux États-Unis. Donc, il y a pas encore énormément d'études qui sont en train de se faire sur le Covid long. Donc, moi, je suis surtout ce qui se passe aux États-Unis. Il y a des congrès maintenant presque chaque semaine avec des grands experts un peu dans tous les domaines qui vont donner leur opinion où ils en sont dans leur recherche. Et donc, il y a 4 grands axes. Un, c'est l'axe de la persistance du virus dans le corps. Donc, il y a toute une équipe de chercheurs qui pensent que le virus lui-même se cache au niveau du cerveau, au niveau du poumon, au niveau de l'intestin, et notamment au microbiote, va créer des grands déséquilibres. Et comme on sait, dans des autres maladies chroniques, comme aussi par exemple la maladie de Lyme, on peut avoir des microbiotes qui sont très perturbés, avec comme conséquence un intestin perméable, qui va faire que la protéine spike, qui est toujours logée dans l'intestin, va migrer vers la circulation sanguine et peut créer des réactions auto-immunes. Donc persistance virale, c'est la première théorie. Deuxième théorie, c'est que il y a une réactivation de tout ce qui était en dessous, donc de là le lien avec la maladie de Lyme, mais pas seulement la maladie de Lyme, mais aussi la mononucléose, tous les herpesvirus, la cytomégalovirus, peuvent être réactivés à cause du CD8. Donc c'est un marqueur en fait dans la formule des globules blancs en fait qui va montrer que
quand ils sont très bas, c'est vraiment notre immunité qui est effondrée. C'est un peu comparable à l'HIV quelque part, qui va donc en fait compromettre notre système immunitaire et qui va faire que des infections dormantes, comme la maladie de Lyme, peuvent se réactiver. Donc, dans ce cas-là, on parle du long Covid+. D'accord, voilà. Très bien. Alors, docteur Lisbeth, vous restez avec nous, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. La suite de cette émission NutriCast, diffusée également, donc vous le savez, sur Nutri Radio, avec aujourd'hui une invitée exceptionnelle, le docteur Lisbeth Denef. On va parler aussi d'un sujet un peu exceptionnel, qui est le Covid long. Alors évidemment, on va arriver aussi au côté terrain, prévention, alimentation. En quoi l'alimentation, la micronutrition peut vous aider à, on va dire, à anticiper. Hein. Enfin, vous rentrerez dans le détail. On va en parler dans un instant parce que on a compris. Vous avez parlé donc d'une inflammation généralisée, des symptômes de Covid long qui sont très similaires à d'autres maladies, comme par exemple la maladie de Lyme, avec une libération d'histamine, voilà. Et vous avez dit aussi un virus qui va persister, qui va aller se loger dans le cerveau, dans les poumons, dans les intestins. Le rôle du coup très important du microbiote intestinal. On imagine. Alors, vous êtes sorti comment de cela Est-ce qu'aujourd'hui vous en êtes sorti déjà, ou est-ce qu'il est toujours caché le virus? Alors j'ai fait plein de choses. Je pourrais pas. Enfin, on a besoin des heures et des heures de discussion pour que je puisse vous expliquer tout ça. Donc ça va pas être possible aujourd'hui. Moi, je dirais que j'étais mieux à 85%, mais c'est resté cyclique. Donc typiquement pour le Covid long, c'est les rechutes. Donc on va aller mieux pendant quelques semaines. Et alors, typiquement, ce que tous les Covid longs font, c'est que du coup, ils font des erreurs. C'est-à-dire qu'ils vont boire de l'alcool, parce que l'alcool est un trigger terrible pour les rechutes. Ils vont faire du sport. Ce qui va donner, comme dans la maladie de Lyme, ce qu'on appelle du PEM, post-exertional malaise, donc la fatigue post-exercice. Et donc, en fait, où on va manger des aliments riches en histamine. Et donc, par exemple, là, c'est quelques triggers, mais il y en a plein d'autres, comme le stress, par exemple. Et du coup, bam, on rechute et on peut de nouveau avoir pendant des semaines et des semaines, comme si on était de nouveau à la case départ. Et donc, ce que moi, j'essaie de faire, c'est d'augmenter la ligne de base. Donc, améliorer le terrain en travaillant sur le microbiote, en travaillant sur les microcailloux, parce que on a parlé du SAMA, mais le Covid long est aussi une maladie vasculaire endothéliale. Donc, il va attaquer l'endothélium des petits vaisseaux sanguins et créer des microcailloux partout, qui va donc donner une hypoxie, donc un manque d'oxygénation des tissus, et quand ça perdure, peut donner des endommagements permanents. Et donc moi, j'en étais sortie, je dirais à 85%, et après j'ai rattrapé l'Omicron, qui m'a refait faire un peu marche arrière, mais drôlement, mon odorat que j'avais perdu pendant 1 an et demi à cause de l'Omicron, et je pense qu'à cause du fait que j'ai eu une infection très forte. Si on part de l'idée de la persistance virale, l'Omicron, le pic immunitaire d'Omicron a fait chasser le virus qui était là d'avant et j'ai récupéré mon odorat grâce à ma deuxième infection. Donc, il y a des choses qui se sont améliorées suite à ma deuxième infection, ce qui est très intéressant. Mais il y a d'autres choses qui se sont de nouveau rajoutées. Donc, j'ai de nouveau fait, je dirais, un pas en arrière et je suis de nouveau en train de remonter la pente à travers différentes choses que je fais. D'accord, et là on sait que ça a commencé donc en mai 2021. De mai 2020. Ça fait 2 ans. 2 ans. 2 ans de lutte et de bataille. Et il y a plein de gens, parce que ça c'était avant l'époque des vaccins aussi. Et donc plein de gens sont dans ces cas de figure. Et j'en ai plein des patients qui viennent me voir. Des jeunes, j'ai des jeunes de 30 ans, de 40 ans avec des carrières. C'est souvent des profils, et ça j'ai entendu une interview par rapport à ça avec une psychologue. C'est souvent des profils de type de personnalité A. Donc des gens qui sont beaucoup dans le faire, qui ont des postes à responsabilité, des CEO, des athlètes, des gens qui sont pas des gens lents, qui sont dans l'être, mais c'est des gens qui sont dans le faire. Et j'en faisais partie. Et donc c'est comme si ce virus est venu nous couper notre élan et il nous a complètement mis par terre. Et donc il y a des gens maintenant depuis 2 ans qui ne travaillent plus. Et moi, si j'aurais pas eu tous mes ressources aux États-Unis, je suis pas sûre qu'aujourd'hui j'aurais pu reprendre le travail. Parce qu'il y a 1 an, j'étais encore au lit 3 jours par semaine. Et c'est le cas de figure de énormément de jeunes. Donc je peux vous dire qu'aujourd'hui, la détresse et l'isolement des gens qui sont malades depuis 2 ans, mais c'est comme les maladies de Lyme, au bout d'un moment, on n'en parle plus.
On parle plus à personne, on s'isole parce qu'on n'a plus envie d'être tout le temps là, malade, pas pouvoir participer. Donc il y a vraiment besoin de support de l'État, de l'argent pour faire des études cliniques, parce qu'aux États-Unis on parlait déjà d'un vrai problème au niveau de la santé publique. Tellement, je pense qu'il y a 15% de places sur le marché du travail qui sont pas remplies à cause du Covid long. C'est incroyable. Enfin, c'est un truc c'est dingue. Et du coup, ça provoque effectivement donc il y a une répercussion clairement sur l'aspect psychologique. Terrible. Terrible. J'imagine. Est-ce que alors bon, effectivement, on n'aura pas le temps de tout traiter, mais il y a beaucoup de questions qui effectivement qui se posent. Par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous recevez de plus en plus de patients? Est-ce que ça se calme un peu? Non. J'ai beaucoup de demandes. Alors, c'est vrai que mes consultations aujourd'hui sont assez chargées. J'ai une liste d'attente de 3 mois. C'est pour cela que je vais inviter les gens à visiter mon site, à envoyer des mails, parce que je vais organiser des journées, autant qu'en Belgique qu'en France, pour informer, pour pouvoir donner des traitements aux gens et pouvoir faire des follow-up un peu groupés, parce que les traitements sont quand même souvent, il y a un axe, je dirais, général, parce que je peux pas absorber tout. Donc c'est vrai que j'ai une équipe, mais il y a très peu de gens qui savent encore comment traiter, parce que en fait, il faut presque être passé par là soi-même. Pour comme avec toutes les maladies chroniques, les médecins qui vont vraiment en intérêt pour Lyme, pour tout ce qui est chronique, c'est souvent des gens qui ont eu eux-mêmes ce problème-là, parce que ça, c'est pas des choses qu'on apprend vraiment en médecine traditionnelle. Alors, docteur Lisbeth Denef, on rappelle, vous exercez donc à Bruxelles. On va revenir dans un instant pour la suite de cette émission. Je voudrais quand même que on aborde des solutions concrètes pour prévenir le terrain, parce que vous avez dit que il y avait une libération d'histamine qui provoquait une inflammation généralisée. On sait qu'il y a des aliments qui sont riches en histamine. Déjà, on va revenir sur les aliments riches en histamine, a priori qu'il faut éviter, et peut-être aussi ceux qu'il faut prendre, notamment pour le microbiote. Enfin, il y a plein de choses à voir. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. Tout à fait. NutriCast, dernière partie de cette émission avec le docteur Lisbeth Denef qui nous partage son expérience du Covid long, qu'elle combat encore aujourd'hui, enfin qu'elle subit, je sais même plus si c'est un combat ou si finalement vous cohabitez avec des autres là qui finalement et peut-être que vous nous avez dit moi le virus Omicron, le variant Omicron a réglé certaines choses, peut-être qu'il y a le variant là qui va arriver qui va vous faire du bien finalement. Donc oui, il a réglé certaines choses, mais là il a de nouveau aggravé le SAMA par exemple, donc effectivement. Alors voilà. Oui, évidemment, c'était une façon de parler. Si vous venez de rejoindre cette émission, n'hésitez pas, à la fin de la semaine, elle sera disponible en podcast sur nutriradio.fr et sur nutricast évidemment.fr, mais et sur toutes les plateformes de streaming audio d'ailleurs. Alors, on a parlé, pour résumer, de l'inflammation généralisée qui causait qui causait un dérèglement de l'organisme, avec aussi une persistance du virus dans le cerveau, dans les poumons, dans l'intestin, et vous avez dit cette grande libération d'histamine crée cette inflammation généralisée et que finalement quand on s'en sort un petit peu on va commettre quelques erreurs, refaire du sport, boire un peu d'alcool, manger des aliments riches en histamine qui vont donc du coup reprovoquer l'inflammation parce que le virus est peut-être encore là tout simplement. Quelles sont par exemple au niveau alimentaire les précautions à prendre et notamment les aliments riches en histamine à éviter déjà dans un premier temps? Oui, alors ça, les listes sont longues. Les gens peuvent, il y a tout, les gens peuvent tout trouver sur Internet. Donc je propose quand même toujours aux gens de bien regarder. Alors c'est les aliments fermentés, pour commencer, donc comme le kombucha, la choucroute, la sauce soja, tout ce qui est en boîte, tout ce qui est en conserve. Ça, donc, il faut éviter. Ça, c'est riche en histamine. Il faut éviter le thon, le maquereau, les sardines, tout ce qui est en boîte, ça donne des grosses libérations. Les épinards, l'avocat par exemple, la tomate, l'aubergine, il y a tout ce qui est fumé qu'il faut éviter. Donc voilà, il y a aujourd'hui toutes des listes qu'on peut visiter où on peut le voir vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pas simple parce que moi en général les régimes Covid longs, je vais quand même faire des régimes auto-immunes. Donc ça veut dire que je vais supprimer le gluten, je vais supprimer le produit laitier, je vais supprimer le soja, je vais souvent quand même supprimer les céréales. Donc on va rester vraiment avec très peu de féculents. Je vais garder la patate douce, le manioc, le riz blanc, mais je vais quand même souvent aussi supprimer tout ce qui crée de l'inflammation dans les maladies auto-immunes,
comme tous les solanacées par exemple, la pomme de terre, l'aubergine, la tomate, les poivrons. Tous parce qu'ils ont des lectines dedans. Donc je vais aller un peu plus loin que juste antihistaminique, qui reste quand même, qui donne des gens quand même des régimes alimentaires qui sont assez restrictifs. Donc c'est toujours quand même pas mal de travailler avec une nutritionniste qui peut combiner ces régimes alimentaires riches en histamine et pauvres en triggers immunitaires. Mais tout ce qui est gluten, soja, produits laitiers, c'est d'emblée parti parce que c'est des triggers pour l'intestin qui vont créer une perméabilité intestinale. Et après, effectivement, tout ce qui est fermenté, tout ce qui est en boîte, tout ce qui est fumé, le fromage, l'épinard, enfin les listes est assez longue. Les fraises, par exemple. Après, il y a des gens, c'est toujours un peu une histoire de comment dire, de superposition, parce que il y a des aliments riches en histamine, ça c'est une partie. Il y a des aliments qui vont produire de l'histamine, et il y a la stimulation des mastocytes, parce que les mastocytes, ils sont en bordure de l'intestin. Et en fait, quand on a un intestin perméable, il y a un peu tout qui passe. Et la mastocyte, vu qu'elle est en bordure de l'intestin, tout ce qui lui touche, elle a plus que 1000 récepteurs sur ses parois quand même, donc tout ce qui lui touche peut lui mettre en état un peu de choc comme ça, qui va faire qu'elle va dégranuler. Donc il faut stabiliser la mastocyte, et pour stabiliser la mastocyte, il y a certains remèdes naturels qu'on peut prendre pour faire en sorte que ces mastocytes deviennent moins sensibles et vont moins libérer cette histamine, parce que on doit travailler sur les deux fronts. On doit manger moins d'histamine, mais on doit aussi faire en sorte que les mastocytes se calment. Je continue ou parce qu'après voilà. Non mais est-ce que ok, donc ça c'est bon, c'est clair, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à éviter. En plus, vous parlez du Cambodge, etc., de plein de choses où on se dit c'est des probiotiques finalement. Oui, tout à fait. Alors les probiotiques, attention, oui. Donc justement, je voulais toucher un mot là-dessus. Faites très attention avec les probiotiques, parce que les probiotiques, il y en a plein qui sont qui vont augmenter le taux en histamine, qui vont produire de l'histamine. Donc il y a certaines probiotiques qui vont diminuer l'histamine. Je peux donner 3 noms, par exemple, importants. C'est la Saccharomyces boulardii, donc c'est plutôt un champignon. Qui va diminuer l'histamine, là. Diminuer. Il y a le L. rhamnosus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, et un qui est intéressant, c'est l'Akkermansia. Parce que l'Akkermansia, il va aussi travailler très fort sur la perméabilité de l'intestin. Mais il y a Lactobacillus helveticus, Casei, enfin il y en a plein qui vont augmenter l'instabilité mastocytaire ou l'intolérance à l'histamine. Donc avec les probiotiques, il faut faire très attention. Malheureusement, dans votre émission, je peux pas faire de la publicité pour des marques. Non, c'est donc vrai. Voilà, pour ça, malheureusement, je peux pas être très concret. Non, mais en tout cas, on a Rhamnosus et Plantarum, il faut que les gens font leur petite recherche de leur côté. Quel probiotique prendre pour diminuer l'histamine? Donc Rhamnosus, Plantarum, Akkermansia, Saccharomyces, ces 4 probiotiques qui peuvent faire du bien dans des cas de SAMA et d'intolérance à l'histamine et du Covid. Docteur Lisbeth Denef, c'était très intéressant évidemment. Il y aurait tant de choses à dire, mais plein. Message principal, ce qui me concerne, c'est que déjà, vous, chers auditeurs qui connaissez ça, et je dis, on a aussi beaucoup de prescripteurs de santé, vous n'êtes pas seul. Déjà, c'est important. Rapprochez-vous, par exemple, du docteur Lisbeth Denef, mais vous n'êtes pas seul. C'est des symptômes qui sont longs. On a compris que ce Covid long, ça pouvait se rapprocher, en tout cas par les symptômes, notamment et par surtout ce qui se passe dans l'organisme, notamment une inflammation généralisée, de la maladie de Lyme, par exemple, sur laquelle il y a beaucoup de choses aussi en cours. On a vu, on entend plein de choses, on sait qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent être efficaces. Enfin, il y a plein de choses. Donc, on va pas résoudre ça aujourd'hui. C'est une conversation, un partage d'expérience avec vous, docteur Lisbeth Denef. On rappelle que vous êtes médecin généraliste. Alors, ça fait 2 ans que vous battez quelque part. Ça a changé votre vie. Ah oui, mais profondément, parce que moi, ça m'a appris à ralentir. J'ai en même temps fait un grand travail sur tout ce qui m'a amené aussi à tomber malade. Donc, mais là, encore une fois, c'est des longues discussions. Donc, je pense que pour ça, ce serait bien que les gens viennent voir à mes journées que je vais organiser. J'ai travaillé beaucoup je fais beaucoup de thérapie sur le subconscient, de l'EFT, de l'EMDR, du brain spotting, Joe Dispenza, pour vraiment nettoyer
tout ce qui pouvait en fait charger mon terrain, autant au niveau émotionnel qu'au niveau social, qu'au niveau des toxines environnementales, et surtout au niveau de l'acceptation. Donc pour moi, ça a été un éveil spirituel. Hein. Cette maladie m'a amené à quelque chose de plus, m'a ramené plus dans le corps, je dirais. Oui, parce dans que le corps, dans l'éveil. D'accord, parce qu'effectivement, donc on a compris aussi le profil des gens un peu hyperactifs qui ne s'arrêtent jamais, et d'un seul coup, boum, ça tombe. Quelque part, on pourrait dire c'est un signal. Calmez-vous, recentrez-vous sur des choses un peu plus essentielles. On pourrait en reparler longtemps. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, le docteur Lisbeth. Merci Fabrice. On aura l'occasion de reparler avec beaucoup de plaisir quand vous voulez sur Nutri Radio. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.